Salut à tous, ravi de vous retrouver dans Hot Track, dans votre émission sport mécanique, Formule 1 et un peu de WRC aujourd'hui au programme de votre émission. On est ravi de vous retrouver. Comme après chaque Grand Prix de Formule 1, on a eu un Grand Prix très très animé du côté de la Chine le week-end dernier avec une course sprint et un magnifique Grand Prix. On va y revenir dans quelques instants. On vous salue à tous sur le chat, sur Twitch et sur YouTube. On vous le dit, hein, n'hésitez pas à venir commenter, à venir poser vos questions. Même on réagira en direct dans l'émission, participer. Il y aura de la place pour tout le monde. On sera ravis d'accueillir tous vos commentaires et à participer également au débat. On vous fera évidemment de la place. Avec moi ce soir, mon équipe qui est là, avec Marianne et avec Seb. Comment ça va, les amis ? Bonjour Mathieu, bonjour Seb. Ça va super. On a eu en effet un Grand Prix assez mouvementé, donc ça va être sympa de pouvoir débattre de tout ça avec vous. Ouais, je suis content. Il était top ce Grand Prix. Week-end très animé. Hein. Ah ouais, beaucoup d'actions. On a vraiment pu voir des pilotes se battre énormément et ça fait plaisir à n'importe quel fan de sport auto. Le retour du spectacle, hein, on peut le dire. Hein. Ah oui. N'en déplaise à certains, ouais. Quand même, parce que ça fait quand même beaucoup débat. Mais il y a quand même le retour du spectacle. Et ça, pour les fans de Formule 1 et de sport méca, je pense que c'est quelque chose de très important. Ah oui, c'est ce que tout le monde voulait. Donc là, on le retrouve clairement. On est à se dire... quelle voiture va prendre le départ et quelle voiture ne va pas la prendre. Donc c'est plutôt déjà sympa sur cette partie. Ça met un peu de suspense avant chaque départ de course. Et puis oui, de beaux dépassements, de belles batailles en piste. C'est ce qui manquait ces dernières années. Donc ouais, non, sympa. Ouais, ça fait un peu manger les mots. Moi, j'étais le premier à dire au début que j'avais peur que dans les nouvelles régulations, qu'il n'y avait pas avoir beaucoup d'action sur le circuit. Est-ce qu'il y aurait des équipes qui seraient complètement intouchables ? Bon, c'est un peu le cas avec Mercedes. Mais en tout cas... on a eu des batailles et ces nouvelles régulations voulaient enlever le fait que le DRS, il n'y avait que des dépassements qui se passaient en ligne droite et que sur certains endroits sur le circuit. Maintenant, on voit des dépassements un peu de partout sur le circuit, de différentes manières. Tous les virages sont des opportunités maintenant. Donc à ce niveau-là, ça a été un pari réussi pour ces nouvelles régulations. Et juste trop content de pouvoir voir des beaux dépassements et des belles actions sur le circuit. On va vous montrer le programme de cette émission du jour. On va revenir sur pas mal de choses et notamment évidemment sur Mercedes et ce Grand Prix maîtrisé par Kimi Antonelli qui devient le deuxième plus jeune de l'histoire à s'imposer sur un Grand Prix. Donc on reviendra évidemment sur cette bataille maîtrisée de Mercedes. Un petit mot sur McLaren et évidemment aussi qui a eu de l'autre côté à contresens un week-end complètement chaotique avec notamment ce Grand Prix auquel les deux pilotes n'ont pas pu participer. Donc on se posera la question du McLaren. Où est passé McLaren? On reviendra aussi sur Max Verstappen. Vous allez voir le petit jeu de mots, hein, évidemment, avec le nom de Max. Mais oui, qu'il y a eu aussi quelques difficultés avec lui, comme Isaac Hadjar, un problème de moteur qui l'a empêché de terminer ce Grand Prix de Chine. On reviendra évidemment aussi sur les Ferrari, sur Charles Leclerc, sur ce show incroyable qu'ils nous ont offert avec Lewis Hamilton. Et quand on aime les déplacements, quand on aime les batailles, il y avait une sacrée bataille aussi dans le milieu de tableau entre Alpine, Haas, Audi. On va revenir aussi un petit peu sur tout ce gros duel et puis on terminera, vous en avez aussi l'habitude maintenant avec on va ouvrir les horizons des sports mécaniques. On va parler de WRC. Il y avait un des plus beaux WRC de la saison. En tout cas, c'est ce que je pense personnellement du côté du Kenya avec une victoire surprise, la toute première d'un Japonais. Ça, on y reviendra en toute fin d'émission. On est parti ? Allez, let's go. T'as bien résumé, ouais. Ouais. Top le jeu de mots, hein. Verstappen, ouais. Ça, y a des points pour ça. J'adore ce genre de petits jeux de mots, donc. C'est pas qu'un physique, hein. Ouais, t'es fort, hein. T'es fort. Allez, on va commencer tout de suite ce débrief donc alors j'allais dire du Grand Prix de Chine, non, du week-end en Chine finalement, parce qu'il y avait cette course sprint également samedi et donc ce Grand Prix dimanche marqué quand même, et ça on va y revenir en tout premier par cette victoire de Kimi Antonelli qui devient le deuxième plus jeune pilote de l'histoire à remporter un Grand Prix, juste derrière quand même une légende déjà, hein, qui s'appelle Max Verstappen, qui s'était imposé à 18 ans et 7 mois. Vous voyez Kimi Antonelli à 19 ans et 6 mois. Et le top 5 qui est refermé avec Sébastien Vettel, Charles Leclerc et Fernando Alonso. Quand même un beau top 5. Là, il y a quand même des beaux pilotes. Et ouais, très, très beau week-end pour Kimi Antonelli qui s'affirme aux côtés de George Russell.
Ouais, totalement. Et, c'est impressionnant de voir que juste la deuxième course de cette saison, il a déjà sa victoire. De voir qu'il peut, une fois qu'on lui donne une bonne voiture, qu'il est là, qu'il est présent, il est aux côtés de Russell, qui est un pilote qui est énormément coté sur la grille de Formule 1. Il y a quand même des erreurs. De temps en temps, il y a eu un petit accrochage avec Adjar, il y a eu une erreur qui a fait très peur vers la fin. Dans les 3 derniers tours. Ouais. Exactement. Il restait 3 tours avant que... 3 tours, ouais, 3 tours avant. Donc là, il s'est fait une belle frayeur. Mais comme l'a dit Toto, Toto a tout parié sur Kimi Antonelli. Et en le prenant tôt, qu'il y avait beaucoup de personnes qui... Toto, pardon, je viens de voir. C'est la journée des jeunes. Exactement. Voilà. On ouvre un cabaret. Ouais, exactement. Mais il y a beaucoup de personnes qui disaient que c'était vraiment pas une bonne idée, qu'il n'était pas prêt. Et c'est ce qu'a dit Toto sur la radio à la victoire. Il a repris un petit peu toutes les critiques qu'il y avait eu dans la média sur Kimi Antonelli pour montrer comme quoi c'était une bonne décision et comme quoi prendre Kimi Antonelli, de lui donner l'opportunité, ça le forme au plus haut niveau. Et qu'une fois que ces erreurs, qu'il commence à faire moins d'erreurs, qu'il va être là, qu'il va être devant, et peut-être même pouvoir amener la bataille à George Russell, ce qui, sur sa deuxième saison, serait très, très impressionnant. C'est vrai que pour une deuxième saison, deuxième Grand Prix, il signe déjà pole position plus victoire. Il s'est clairement envolé. Alors ok, il y a la voiture, mais il y a aussi quand même le pilotage. Pour le coup, c'est un très bon stratège parce qu'il a su aussi gérer son énergie. Et voilà, pour un jeune rookie, c'est un espoir, c'est une inspiration. Et c'est vrai que moi, depuis le début de Hot Track, je dis qu'un jour, ce jeune sera champion. Et je pense qu'il le sera parce qu'il est très bien entouré. Il applique ce qu'on lui dit, il écoute. Et il y va. En effet, il apprend de ses erreurs parce que 3 tours avant, là, quand il a tout bloqué, comme on dit, un Grand Prix, enfin une course, se jouer à pas grand-chose et entre guillemets se gagne une fois que le drapeau à damier est tombé. Donc là, à 3 tours, il aurait pu tout perdre. Donc il apprend aussi, c'est un jeune. Donc non, je trouve que voilà, c'est très beau ce qu'il vient de faire. Ouais, et ce qui est important, c'est qu'il apprenne de ses erreurs et qu'il change, comme tu dis. Oui. Par exemple, son départ, cette fois-ci, il a été beaucoup plus fort. Première course, il fait un départ catastrophique. Là, oui, Ferrari passe devant, mais comparé à George Russell, qui commence quand même juste derrière lui en deuxième, il finit quand même devant Russell au premier tour. Donc, il a appris de la première course. Oui, il a fait une erreur au départ. Il va en faire des erreurs, il va continuer à en faire. Le temps qu'il réussit à les régler rapidement, ça va devenir vraiment quelqu'un de très, très, très fort. Est-ce qu'il a les armes pour batailler avec George Russell dès cette saison ? Non. Enfin, cash. Voilà. Ouais, non, mais cash, on va y aller, on va aller direct. Moi, je dirais non, dans le sens où ce que j'ai peur, parce que j'ai quand même vu un Russell content, mais à moitié content. On sentait quand même que, je sais pas, dans son regard, il y avait quelque chose qui le dérangeait du fait qu'Antonelli ait gagné. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un des deux qui doit aller jouer le titre cette année, moi j'ai peur qu'il y ait des consignes d'équipe et que justement, on dise non, mais c'est Russell qui doit aller chercher ce titre. Donc j'ai plus peur pour ça. Et puis encore une fois, je pense que c'est aussi trop tôt pour le dire. On n'est qu'au 2e Grand Prix. En effet, il apprend, il applique. Et il s'améliore de mieux en mieux. Et ça, c'est sa force, parce que c'est vraiment quelqu'un qui écoute. Mais je pense que c'est trop tôt pour le dire. Et puis, vraiment, avec ce côté, moi, consigne d'équipe, non, moi, je dirais que cette année, non. Tant que Russell n'aura pas son titre, je doute que dans les deux saisons qui arrivent, on laisse gagner ce petit jeune directement. En tout cas, ce que ce nouveau Grand Prix nous apporte comme confirmation, c'est que Mercedes, pour l'instant, est intouchable. Ah oui. Avec Russell qui a dominé sur la qualif et sur la sprint la veille, et Antonelli qui confirme le lendemain. On l'a vu, il y a des batailles sur les 5-6 premiers tours avec les Ferrari qui prennent des très bons départs. Mais une fois que la ligne droite elle est passée et que les Mercedes pointent leur nez devant les Ferrari, derrière, en ligne droite, c'est terminé. Ouais, en ligne droite et en qualif, ils ont l'air d'avoir un mode en Q3 qu'ils peuvent engager où la voiture elle s'envole. C'est ce qu'ils avaient dans l'époque de Hamilton et toutes les victoires Hamilton. Il est bien placé pour en parler. Oui, ouais, il en a parlé, exactement. Il en a parlé. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, il inspecte énormément la Mercedes après chaque. On le voit derrière à chaque fois regarder les évolutions, les innovations. Donc oui, très très attentionné. Ils sont en train de nous enfumer là. Il connaît tellement bien l'équipe, il connaît toute leur stratégie et c'est ce qu'il a dit dans un interview. Il dit le party mode, ils appellent ça. Qu'on avait à l'époque, ils ont l'air de l'avoir encore. Je sais comment ça fonctionne chez Mercedes. Ils arrivent en Q2, Q3, en qualif, ils débloquent de la performance. Louis, j'ai vu qu'il est rentré sur le jet privé de Toto Wolff avec Bottas et Russell. Donc il est clairement très avec Mercedes encore et il va leur parler de temps en temps, les charrier et peut-être avoir quelques infos aussi.
Donc, cool de voir qu'il est encore proche avec toute l'équipe Mercedes. Oui, même avec Kimi, on le voit sur le podium ou même à la pole, il va le voir tout de suite. Enfin, on voit vraiment un Hamilton aussi heureux de voir que ce petit jeune évolue. Et je trouve que c'est bien, justement, parce qu'il n'y a pas de bataille ou d'ego, là. C'est vraiment de la simplicité. Et c'est ce qu'on aime voir aussi dans le sport automobile, c'est-à-dire que, voilà, on a beau avoir été champion, on garde son humilité et on va féliciter la relève dans ce genre de moment. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était beau. Toto était aussi très ému, on l'a vu, de voir justement tout le monde comme ça sur le podium. Enfin, voilà, c'est le podium rêvé, je pense, aussi pour Toto Wolff. Donc, non. C'était vraiment émouvant. très contente. C'était émouvant, voilà. Antonelli commence à pleurer. Être validé par Lewis Hamilton, c'est c'est pas mal. Ouais, et c'est beau, et c'est une preuve de maturité de Lewis aussi, parce que quand même, il pourrait regarder cette voiture et la position dans laquelle il est Kimi, et se dire, si je n'étais pas parti, ça serait moi dans cette voiture, ça serait moi en train de me battre pour le championnat. Mais au lieu de ça, il prend presque la position de grand frère et de mentor, et je trouve que ça, c'est beau. Ouais. C'est vraiment magnifique, et c'est ce qu'on voudrait voir un peu plus, justement, dans le motorsport. Je voudrais qu'on passe à une autre écurie, les amis. On avait déjà parlé un petit peu de Mercedes la semaine dernière. On va attaquer un autre sujet qui est aussi motorisé par Mercedes. C'est McLaren. McLaren, très compliqué encore une fois ce week-end. Alors, sur la sprint, on va dire que ça s'est plutôt pas trop mal passé avec la 4e place de Norris et la 6e place d'Oscar Piastri. Mais pour le Grand Prix, aucune des deux voitures n'a pris part à la course, faute à des défauts techniques, à des... Voilà, vous voyez l'infographie avec donc ce Grand Prix catastrophique. Voilà, ils sont pas partis tous les deux. Voilà, petit problème technique, électronique même du côté des McLaren. Premier abandon de McLaren depuis 2005, c'était aux États-Unis. Et puis surtout, Oscar Piastri qui se fait 2 DNS consécutifs en 2 Grands Prix. C'est une première depuis Bruce McLaren, celui qui a fondé l'écurie McLaren en 1969. Et un coup du sort, ça tombe encore sur McLaren, je ne sais combien d'années plus tard. C'est terrible ce qui se passe. Et pourtant, on a l'impression, alors, ils sont peut-être encore un petit peu décrochés par rapport à Ferrari, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas si loin que ça. Mais là, pour l'instant, ils ont pas ce qu'il faut avec eux, quoi. Au moins ce petit soupçon de chance de réussite. Pas du tout. Piastri, pas faire 2 départs, ça pourrait pas être pire pour lui, ce début de saison. Et non, ils avaient un peu de vitesse dans les qualifs de sprint, Norris qui vient P3, et après, oui, dans la sprint, ça allait. Mais ouais, pour l'instant, c'est mal parti. Et ils sont en train dans les interviews, Zak Brown est en train de mettre un petit peu cette histoire en vue du fait qu'ils auraient des différences comparées à Mercedes avec leur moteur. Donc, ils se plaignent un petit peu est-ce qu'on a vraiment le même moteur? Est-ce qu'il n'y a pas des différences avec notre moteur? Je pense pas, ils sont obligés, Mercedes, de donner le moteur. Ils n'essayent pas de camoufler un petit peu. Je pense qu'il y a quand même des choses. Est-ce qu'ils n'essayent pas de se cacher un peu quand même? Ouais, ils utilisent le moteur en excuse, tu veux dire? Excuse, et il y a autre chose derrière. C'est pas le moteur, c'est pas leur moteur Mercedes qui fait que Piastri se plante pendant le tour de formation. Là, voilà. Oui, exactement. Déjà, il y a eu des erreurs Alpine, des pilotes. ils ont le même moteur et ça a l'air d'être pas trop mal pour eux. Williams, c'est une autre histoire encore. Mais ouais, non, c'est sûr. Après, McLaren ont cette force de développement. Qu'on a vu quand ils sont revenus quand même avec une voiture qui n'était pas top et d'un coup ils sont revenus au plus haut niveau de la Formule 1. Il y a eu quelques petits éclats comme justement en qualif pendant le sprint. Je pense qu'ils ont le potentiel quand même de revenir, mais il faut le faire vite, quoi, parce que là déjà... On parle quand même du champion en titre. Hein. Ouais. Constructeur et pilote. C'est ça, moi, qui me choque le plus, c'est qu'ils sont quand même champions constructeurs, ils ont un titre avec un pilote. Là, ils nous font des grands prix. Vous êtes où? Justement, en fait, on n'en parle même pas et on finit par les oublier. Enfin, moi, ce week-end, j'étais vraiment focus sur les 10 premiers. Vous regardez ce qui se passe. D'ailleurs, il y a la grande surprise de Alpine. Enfin, il y a des équipes qui surprennent. McLaren, qui justement est censé être devant, absent. Et puis cette erreur, alors ok, il y a des problèmes techniques, ok, on le sait qu'il y a des problèmes de fiabilité, mais c'est vrai que voir justement une ligne vide complètement sur un départ et que ce soit les deux, c'est-à-dire que c'est pas une, c'est vraiment les 2 McLaren qui ont été contraints à l'abandon avant même de faire un tour. Donc oui, à se pencher dessus, et je rejoins justement, je vous rejoins tous les deux, je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière les excuses de moteur et de faire passer ça sur oui, Mercedes veut pas nous donner toutes les infos. Je pense qu'au bout d'un moment, l'an dernier ils ont gagné, ils étaient bons. Là, il faut aussi se remettre en question et voir où justement où pêche le problème. Ouais, parce que là, ils ont 18 points contre 98 de Mercedes.
dans le championnat écurie. Il y a un énorme gap là. Il y a déjà un énorme gap. Bon, ils vont pas aller chercher Mercedes, je pense, cette année. Mais même comparé à Ferrari, sera intouchable. Mais par rapport à Ferrari, par exemple. Ferrari ont 67 points et McLaren 18. Mais ce qui est énorme. Enfin, le gap est déjà trop gros. En plus, on a le retrait de 2 GP. Pour moi, McLaren, cette année, sera aux abonnés absents. Les mots d'Andrea Stella du côté de Sky Sport pour le patron de chez McLaren. Nous préparions la voiture de Lando pour sa sortie du garage. Nous avons constaté un problème au niveau du système électrique du groupe motopropulseur. Nous avons tenté de le réparer. Une fois sur la grille de départ, nous avons constaté un autre problème du côté électrique du groupe motopropulseur d'Oscar. Nous sommes en train de perdre du terrain. Ces points pourraient être importants en fin de saison. Bien sûr, ça c'est sûr que tout point gagné en début de saison est mieux pour aller jouer un titre aussi bien constructeur que pilote. Donc là, non, c'est un peu l'hécatombe. Alors après, autres paramètres à prendre en considération avec tout ce qui se passe, etc. C'est vrai qu'on en avait parlé dans les émissions précédentes. Il y a des teams qui ont des retards pour se faire réapprovisionner aussi au niveau des pièces. Donc c'est vrai que s'il y a des pièces qui cassent, malheureusement, vous ne pouvez pas avancer. Donc peut-être qu'il leur manque aussi des pièces et qu'ils ne veulent pas le dire. Il y a peut-être eu autre chose derrière qu'on ne sait pas. Mais je pense qu'il faudrait se réveiller. Oui, ce gap de points, il devient encore plus important maintenant qu'on a perdu 2 courses aussi. On va peut-être revenir là-dessus. Mais pour tout le monde, le fait d'avoir 2 courses en moins... on est passé à 22 Grands Prix. 22 Grands Prix, exactement. Donc... pour Piastri, par exemple, d'avoir 2 courses où il ne commence même pas, il ne prend même pas le départ, c'est terrible. Oui, on vous le précise quand même, l'annulation donc, des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite suite à ce qui se passe évidemment du côté du Proche-Orient. Pas de prise de risque du côté de la FIA. On annule, pas de remplacement. Ça a été la question à un moment. Est-ce qu'on va remplacer ces 2 Grands Prix? Non, ce sera juste annulation définitive. Est-ce que une McLaren va monter sur le podium cette saison? Alors moi, je vais être cash aussi. C'est le lundi des noms aujourd'hui, pour moi. Moi, je dirais vraiment non. Enfin, honnêtement, Mercedes a déjà tellement un gap d'avance. Ferrari les suit. Je pense que Red Bull, ils vont se réveiller aussi dans quelques temps parce que Max arrête pas. Ils sont pas si loin, oui. Non, ils sont pas loin. Et puis, il est en train quand même de taper du poing sur la table en mode réveillez-vous là parce que j'en ai marre. Donc, je pense que justement, McLaren sera derrière. Donc, éventuellement viser un top 10. Mais moi, je ne les vois pas du tout monter sur le podium. La bataille avec Haas et mais clairement, Alpine et clairement avec tout ce qu'ils font. Ouais, je suis très, très dur, très, très cash. Mais aujourd'hui, Mercedes, on voit vraiment qu'ils ont le gap. Ils sont en avance sur tout le monde. Moi, je dirais en second Ferrari. Et je vois bien Red Bull, justement, revenir dans le game. Et après, il faut aussi regarder ce qui se passe. Mais la grande surprise ce week-end d'Alpine, on en a quand même 2 dans les points. Donc, non, McLaren sont beaucoup trop loin. T'es aussi catégorique? Moi, je suis pas du tout d'accord. Non. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve que ça serait une erreur de sous-estimer McLaren. Ils ont 2 pilotes incroyables avec Piastri et Norris. Ils ont quand même le champion du monde. Et ils ont prouvé dans le passé cette force c'est vrai, il est champion du monde. C'est ça. On oublie presque. On oublie. Il est champion du monde. Piastri, il n'a même pas pris un départ encore cette année. Donc, c'est dur de... Mais il faut pas oublier à quel point c'est un pilote exceptionnel aussi. Que dans sa 4e saison, il me semble. Donc, du coup, ils ont 2 super pilotes et ils ont cette capacité de développer la voiture. Et ils ont quand même, mine de rien, le meilleur moteur dans la voiture. Donc, le jour où ils arrivent à débloquer le potentiel de ce moteur-là... Oui, ils peuvent très bien revenir. Ils peuvent très bien revenir. Parce que sur les qualifications... Non, même les essais... Un podium, pour moi, un podium minimum. Ils font 4 et 6 sur la sprint. Oui, exactement. Donc on n'est pas non plus sur des 10e places. Ils sont juste derrière le podium au sprint. Pour moi, il y a minimum un podium et je vais même dire que je vois une victoire. Oula, purée! Quel côté? Plutôt Lando ou plutôt Oscar? Il y a un champion du monde, faut aller avec le champion du monde. Qu'il fasse honneur à son... On s'emballe dans les statistiques, là, quand même. Ouais. Et je suis anglais, donc je vais dire le pilote anglais aussi. Voilà. En tout cas, ça va être compliqué pour McLaren de revenir après ce Grand Prix de Chine. On espère que ça ira mieux pour eux du côté du Japon, qui vont réussir à se réajuster. Peut-être un petit mot sur Max Verstappen, sur son... Verstappen. On revient sur le jeu de mots. On y vient. D'ailleurs, attendez, on va faire un petit côté je veux juste aller jeter un petit coup d'œil du côté du chat. On a quand même, on a Popo 06 800 qui nous interpelle par rapport à ce qu'on disait sur McLaren et qui nous disait, vu ce GP, le podium semble quand même difficile cette saison. Vous voyez, merci beaucoup. Du côté du chat, on n'est pas non plus emballé quand même par McLaren. C'est tes amis qui sont... Non, c'est pas du tout mes amis. Non. J'ai vraiment...
mentionné personne à venir prendre ma défense, mais non, je pense que en fait, il y a tellement d'autres équipes qui sont devant que ça va être très compliqué pour eux. Ou alors après, on ne sait pas, il va peut-être y avoir un éveil soudain. Déjà, il faut qu'ils prennent un départ. Déjà, on commence avec point numéro 1. Commencer la course, puis ensuite finir une course, et ensuite on verra pour le podium. Non, mais c'est vrai que c'était quand même chaotique. On s'attend. Et même, je pense, les pilotes, jusqu'au dernier moment, ils s'attendent à pouvoir y aller parce que Lando c'est pareil l'explique. Et on a... Il apprend qu'il y a un problème 20 minutes avant de prendre part à la course. On a cette image, la grille, tout le monde est prêt à partir. Et là, on voit la McLaren sortir de la grille de départ. Franchement, c'est des images où on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, vraiment où on bug et on dit non, c'est pas possible. Après voilà, c'est les Albon aussi. La réglementation aussi. Il y a eu Albon. Donc... 4 voitures qui n'ont pas pu prendre le départ, 7 abandons. 7 abandons sur 22, c'est quand même beaucoup. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive sur des GP où la moitié des voitures abandonnent. Quoi. Après, moi, je vais être honnête. Ça me gêne pas plus que ça, parce que je trouve que ça rajoute quelque chose. Ça rajoute, on peut pas, on sait pas ce qui va se passer. S'il faut, ça va être une Mercedes à un moment, ça va être une Ferrari qui vont avoir des problèmes. J'espère pas Ferrari, mais bon. Non. C'est possible. Et ça rajoute quelque chose, que ce soit dans le championnat ou même dans la bataille entre les pilotes d'une certaine écurie. Parce que s'il y en a un qui prend le départ, qui a un bon résultat, et l'autre qui n'a pas pu prendre le départ, ça peut faire 10, 15, 20, 25 points de différence dans leur bataille inter-équipe. Et donc ça rajoute... la F1, ça a toujours été ça. Enfin, les dernières années, les voitures ont tellement eu peu de problèmes mécaniques qu'on oublie que la F1, traditionnellement, il y avait un énorme côté de fiabilité qui venait avoir un impact sur les championnats. Et de retrouver ça un petit peu, moi, je trouve ça un peu fun. Ça anime. Ça anime un petit peu, mais bon, ce serait bien que toutes les écuries puissent partir quand même. Oui, c'est vrai. Allez, un petit mot sur Max. Donc, Max Verstappen, avec le petit jeu de mots. On est satisfait de ce petit jeu de mots avec le multiple champion Max. Terrible pour lui, donc ce moteur qui lâche pendant le Grand Prix, au bout de combien de tours, Marianne ? 40, oui. Les stats, 46 tours. 46e tour, le moteur qui lâche pour Max, alors qu'il n'était pas trop mal en plus. Non, il était bien, il remontait. Il était 6e, à ce moment-là, il était à la 6e position. Et malgré en plus une Red Bull qui a des difficultés encore pour l'instant. Ils sont encore sur beaucoup d'ajustements, eux aussi quand même, avec un nouveau moteur, leur propre moteur, faut quand même le préciser aussi, c'est pas facile. C'est terrible pour Max qui semble essayer de se battre avec encore une voiture qui a pas mal de difficultés. Il est pas content. Pas du tout. Ouais. Après, il passe d'une période où il était tellement dominant, à l'année dernière quand même à la fin pouvoir se battre pour les victoires, à maintenant il se bat pas pour les victoires, il n'a pas encore eu un week-end sans avoir de soucis. Dernière fois en qualif, en Australie, cette fois-ci en course. Donc ça doit être très frustrant pour lui et bon, il fait comprendre à tout le monde qu'il n'est pas content du tout, que ce soit avec son écurie ou avec les régulations en général. Donc ça ne doit pas être facile là, de faire les débriefs après course avec Max. Ça doit être assez tendu. Mais bien sûr, c'est Verstappen, il montre du potentiel dès qu'il est derrière le volant et que la voiture marche. Mais il va falloir trouver des solutions chez Red Bull pour qu'il puisse être là, puis qu'il puisse être devant. Parce que chaque week-end de course qui passe, encore une fois, avec 2 week-ends en moins, il y a une importance. Donc là, de perdre les points, même s'il allait venir 6e, c'est quand même des points. Et perdre ça, c'est inquiétant. Et puis de la frustration emmagasinée aussi. Problème d'accélération, problème d'énergie, ces moteurs qui lâchent. Même pour Isaac, c'est pas évident, lui qui est jeune, qui débarque à côté de Verstappen et qui doit faire ses preuves et sortir les muscles, parce qu'on sait que aller conduire, être coéquipier de Max Verstappen, c'est pas donné à tout le monde, et on en avait parlé sur les premières émissions. C'est même passer une saison avec lui, c'est déjà énorme. Voilà, c'est pas évident pour eux. C'est très compliqué, et puis on le dit pas assez souvent, mais c'est surtout sur le mental des pilotes. Quand au final, le premier Grand Prix, qualif, problème, deuxième, problème, là clairement il a tapé du poing sur la table, et Max Verstappen, c'est pas un Hamilton. Donc l'an dernier, on voyait un Hamilton un peu triste, à se remettre en question. Là, lui, il y va, franc-parler. Non, mais il va falloir vous réveiller vraiment là, parce que il l'a clairement dit. Je suis pas en train de jouer à Mario Kart là quand même. On perd des points. On va regarder la déclat de Max Verstappen après ce Grand Prix. Ses propos relayés par l'AFP. C'est terrible. Si quelqu'un aime ça, alors il ne comprend vraiment pas
ce qu'est le sport automobile. Ce n'est pas du tout amusant. On joue à Mario Kart, ce n'est pas de la course. Parfois, tu dépasses quelqu'un avec le boost, puis ta batterie est à plat et il te redépasse. Pour moi, c'est juste une blague. Alors, je pense que pour les fans, entre guillemets, c'est fun parce qu'on retrouve ce spectacle. Par contre, d'un point de vue pilote, quand vous êtes dans la voiture, c'est clairement, vous vous croyez sur un jeu vidéo. Et je pense que justement, les pilotes, c'est pas ce qu'ils veulent. Déjà que cette année, il y a ce côté où on parle plus de pilotes de stratège. On va le voir tout à l'heure et avec pas, Ferrari, voilà. avec deux pilotes qui se sont éclatés en course. C'est tellement différent quand on voit ce que dit Hamilton et ce que dit Verstappen. Hamilton, il dit je me suis jamais autant amusé dans ces voitures. Oui, parce que sa voiture est un peu plus fiable, en fait, je pense aussi. Là, il y a un problème de fiabilité. On a l'impression que ceux qui étaient attendus et qui n'arrivent pas à répondre aux attentes sont un peu déçus et que ceux qui arrivent justement à jouer les rôles qu'ils ont envie de jouer s'éclatent avec la nouvelle réglementation. Forcément, je pense que si Charles Leclerc demain et Hamilton ou même Mercedes ne finissent pas une course, ils auront le même discours. Je peux comprendre aussi ce que pense Max, parce que c'est très difficile, il faut pouvoir se relever. Comme tu l'as dit, faire des débriefs avec Max. Je pense que l'équipe, ça doit être très compliqué, parce qu'on le voit, il prend son rôle très au sérieux, il veut y aller, il veut aller marquer des points, il veut gagner, et là, il perd du chemin, en fait. Et surtout, on le voit, il ne comprend pas ce qui se passe. Comprend pas ce qui se passe sur sa voiture, donc encore un problème de fiabilité. Donc pareil, du côté de Red Bull, je pense que il va falloir qu'il travaille un peu plus sur ces problèmes d'électronique, d'électrique, de boîte, de moteur, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et surtout, oui, sur cette énergie, c'est vrai que c'est assez drôle parce que on se croirait dans un jeu vidéo, comme l'a dit Charles, on appuie sur le bouton, hop, on y va, on dépasse. Voilà, alors que c'est pas du tout un jeu vidéo. Mais Max, quand il est derrière le volant, quand même, il montre encore cette prouesse. Oui. Parce que, en Australie, il n'a pas pu faire les qualifs, on n'a pas pu le comparer à Hadjar. Mais là, en Chine, quand même, il est 5 dixièmes devant Hadjar. Donc, heureusement, pour Hadjar, c'est un peu camouflé par le fait que les gaps entre chaque voiture et chaque écurie sont beaucoup plus larges cette année que l'année dernière. Parce que l'année dernière, 5 dixièmes d'écart, c'est la différence entre P1 et P14. Là, cette année, il reste relativement proche en qualif. Donc, on a l'impression qu'il n'est pas si loin derrière Verstappen, mais la réalité, c'est que c'est le même gap qu'il y avait quand Lawson était le coéquipier de Verstappen ou quand Tsunoda était le coéquipier de Verstappen. Donc, c'est juste plus camouflé cette année. Donc, je comprends la frustration de Verstappen, parce que lui, il fait son travail. Donc, lui, quand il est dans la voiture, il livre comme il a toujours fait. Toutes les années, il met un gap énorme à son coéquipier. C'est la seule personne à qui on peut réellement le comparer. Mais juste, il n'y a pas l'équipement derrière. Et donc il râle. Un petit mot sur le chat de Shibado qui nous dit comment peut-on expliquer d'ailleurs la forme de Racing Bull quand on voit les galères de Red Bull ? J'avoue que oui, entre Lindblad et Lawson ce week-end, c'est les mêmes moteurs et ils arrivent justement à finir les Grands Prix. Et même à surprendre. Et à surprendre parce que même a fait des super performances de mémoire, on a aussi Lawson qui finit ce week-end dans les points. Ouais. Alors, qui finit devant Hadjar. Je vérifie sur ma petite montre qui me donne les stats. Moi, la montre du vrai. On a chacun ses outils. Nous, on est avec les fiches à l'ancienne, les vieux. Voilà les vieux. Et voilà. Mais non, il finit devant Lawson qui finit devant la Red Bull. C'est impressionnant. Et oui, Lindblad qui fait des belles perfs, mais en même temps, Lawson quand même qui est devant Lindblad en qualif, devant la course, qui est aussi là, qui est aussi présent, faut le dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'attention sur Lindblad qui a fait un travail exceptionnel. Mais Lawson, il est quand même là. Et c'est bizarre. Comment la Racing Bulls... comment ils arrivent à être devant Red Bull, et surtout marquer des points, parce que vous pouvez être devant et être en dessous du top 10, mais là, tac, P7 pour Lawson ce week-end. Donc encore une fois, ils avancent, donc à voir ce que ça va donner. Mais c'est pour ça, le commentaire est très intelligent. Comment on peut se dire que Racing Bull fait des meilleurs résultats que Red Bull ? Peut-être un manque de communication, ou je sais pas. Lawson... Très bizarre. Pardon de te couper, mais je viens de voir sur ma petite montre que Lawson et Lindblad sont quand même devant Hadjar au championnat pour l'instant en points. Donc les deux pilotes Racing Bulls qui sont... Après Hadjar, il a eu... Après, moi, j'ai peut-être une hypothèse, parce que clairement, tout ce qui est électrique, sachant qu'il y a le moteur 50-50, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas les softwares, on ne maîtrise pas toute cette partie. Et je pense que le problème, il vient de là. Peut-être un problème de carte, de puce, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être que justement, il y a des soucis à ce niveau. Mais sinon, oui, l'expliquer... On verra le 3e Grand Prix. Peut-être que là, on va commencer à savoir, parce qu'au bout d'un moment, il faudra parler. Si Racing Bull, c'est devant Red Bull, je pense que... Forcément, ils seront obligés d'en parler. Deux voitures qui finissent. Voilà.
les Racing Bulls. C'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon C'est début. déjà un bon départ. Ouais. Ouais, c'est Mais après, ça peut tourner vite. Il suffit qu'il y ait deux week-ends d'affilée. Le Racing Bulls, ils finissent pas la course. Et Red Bull, ils sont plus proches des podiums. Et ça tourne vite, quoi. C'est ça qui est beau avec la F1. Chaque course, ça peut tout changer. C'est ça. Et on se rappelle tout le temps de la dernière performance, mais souvent on oublie ce qui s'est passé avant ou ce qui peut venir dans le futur. Donc, puis on en parlait tout à l'heure aussi, on connaît la capacité de Max Verstappen à oui. se faire entendre auprès de la FIA, auprès des autres écuries. C'est pas la voix de n'importe qui, parce que Max Verstappen, on le sait, hein, personne ne peut le menacer, parce que s'il a envie, il part de la Formule 1, il va faire autre chose, il va faire de l'endurance, il va faire du wake, il va s'éclater ailleurs, donc ce serait une énorme perte. Donc je pense qu'il a l'oreille, il a l'attention notamment de la FIA, et lui il est capable de faire bouger des choses pour que son écurie puisse être plus présente au challenge. c'est sûr, il passe pas par 4 chemins, il le dit très clairement. Il le dit clairement. Et c'est surtout, un des rares qui utilise ces mots-là quand même. Ah, mais totalement. Et il a le pouvoir de pouvoir aller où il veut, que ce soit hors F1 ou en F1. Et je me demande même si il regrette pas un petit peu la décision de ne pas être allé chez Mercedes, parce que Mercedes et Toto Wolff spécifiquement étaient très publics avec le fait qu'il voulait amener Verstappen dans le clan Mercedes. Il a refusé, il a décidé de rester avec Red Bull. Aujourd'hui, je pense qu'il regrette potentiellement un petit peu cette décision. Et Red Bull, ils savent qu'ils ont le meilleur pilote de la grille en ce moment et ils ne peuvent pas le perdre. Donc, ils commencent à mettre la pression et comme tu as dit très bien, il sait la puissance qu'il a et la puissance que porte sa voix. On a parlé des mauvaises élèves du week-end avec McLaren et avec Red Bull. On va parler un petit peu maintenant de ceux pour qui ça s'est un peu mieux passé, beaucoup mieux passé, et qui nous ont même enthousiasmés sur ce week-end en Chine, à commencer par Ferrari avec notre prince Charles Leclerc et en compagnie de Lewis Hamilton, avec une vraie bataille. Et ça fait plaisir aussi. Et je pense que pour les fans de Formule 1 qui ont suivi ce Grand Prix, c'était réjouissant de voir d'abord, sur ces 5 premiers tours, la bataille entre les Ferrari et les Mercedes. On a vu qu'il y avait un vrai duel. Après, une fois que les Mercedes s'échappent, c'est évidemment plus compliqué, parce qu'on le sait qu'en ligne droite, elles ont 0,8 au tour de plus rapide, là où les Ferrari arrivent à récupérer 0,2, 0,3 dans les courbes, dans les virages. Mais il y a eu cette première bataille, et puis après, il y a eu ce duel entre Leclerc et Hamilton, où Ferrari a laissé faire, et là, on s'est éclaté. Ah oui, non, mais clairement, et c'est ce qu'on veut justement dans le sport auto, et encore plus en F1, c'est retrouver ces batailles, se dire qu'à chaque tour, il va se passer quelque chose, où... Moi, j'ai eu un peu peur et je me suis mis à la place de Fred Vasseur. C'est le roue contre roue entre Leclerc et Hamilton, parce qu'au bout d'un moment, pas de consigne d'équipe, ils les ont laissés faire. Si les deux satellisent, là, vous perdez beaucoup de points. Donc, ils ont quand même pris le risque, et c'est aussi ça qui fait le charme de la F1, c'est de se dire, OK, ça passe ou ça passe pas. Et voilà, ils l'ont joué aussi intelligemment. On a vu un Lewis, encore une fois, en grande forme. Et non, pour le coup, ce sont des pilotes qui sont très contents de ce qu'ils ont fait de leur Grand Prix. Donc, c'est beau à voir et qui continuent de nous régaler comme ça, et notamment sur le prochain Grand Prix où on retrouve encore 2 lignes droites et beaucoup de virages, et on sait que justement dans les appuis, dans les virages, Ferrari est très fort. Donc c'est là aussi, on l'a vu, Hamilton a fait un départ mais monstrueux, parce que sur les départs ils sont bien en avant. Il a essayé de tenir contre Antonelli, ça se redoublait, ça revenait, et c'est ça qu'on veut voir en F1, et se dire voilà, on regarde le Grand Prix jusqu'au bout, parce que jusqu'au dernier tour ça peut se jouer. Donc très belle bataille. On rappelle quand même 2 Ferrari sur le podium de la course sprint, avec Charles Leclerc 2e et Lewis Hamilton 3e. Et puis le premier podium de Lewis Hamilton avec Ferrari le dimanche sur le Grand Prix, ce qui fait encore un beau week-end pour Ferrari, et qui s'installe comme le principal concurrent entre guillemets de Mercedes. On est presque frustré, Seb, que finalement les Mercedes s'échappent après 5, 6, 7 tours, et qu'on n'ait pas finalement une vraie bataille entre 2 écuries sur la longueur d'un Grand Prix. Ouais, c'est sûr, et ils finissent avec 20 secondes d'avance sur Ferrari quand même, donc ils sont loin. Mais au début, on a eu cette bataille quand même, Ferrari-Mercedes. C'est prometteur. Il faut qu'ils réussissent à les rattraper un petit peu. Peut-être les changements en juin des régulations par rapport au moteur vont faire ça. Donc peut-être que jusqu'en juin, ça va être un peu la classique comme ça. Ils perdent de Grand Prix, Mercedes. Et Et apparemment, ils ont dit... alors, c'est à Radio Paddock, mais qu'ils allaient peut-être avancer justement ça par rapport aux 2 Grands Prix perdus, pour faire gagner du temps aux équipes. Donc à voir s'ils leur avancent avant le mois de juin. Forcément, les équipes vont pouvoir retravailler, et ça peut être bien, et ça peut rebattre les cartes. Complètement les cartes. Donc moi, le championnat, de toute façon, n'est pas joué ni constructeur ni pilote. Ouais, c'est juste ces premières courses, peut-être que ça sera des départs. Il y aura la bataille Ferrari-Mercedes au départ, Mercedes qui partent. Mais qu'est-ce que c'était beau!
ouais. Qu'est-ce que c'était beau de voir Hamilton et Leclerc, deux des pilotes Ils qui sont pas fait de maîtrisent cadeaux. le Alors plus. après, c'est vrai qu'ils se sont quand même plus ou moins laissé l'espace à chaque fois Ouais. pour l'un et l'autre passer. Ouais, mais ils ont rien lâché. On a vu qu'ils n'ont pas voulu prendre non plus tous les risques possibles. Il y a quand même eu un route contre vous, ouais, Mathieu. oui, il y a eu un petit bisou. Voilà, Il a il y appelé a eu ça un comme petit ça. bisou. Lewis Hamilton a appelé ça comme ça. On se fait un petit bisou. Voilà. Mais oui, c'était beau. Mais oui, Et- c'était magnifique. Et puis à la fin, ils sortent tous les deux satisfaits de cette bataille. Charles Leclerc qui le dit, justement au micro de Canal+, j'ai adoré. Je suis persuadé que Fred, tu vois, c'est ce que tu disais Marianne, n'a pas adoré et que les autres membres du team ont sûrement eu un peu de stress pendant cette course. Mais honnêtement, c'est cool de voir une Formule 1 comme celle-ci en course. En qualif, c'est un peu différent. Il faudrait qu'on fasse quelques petits changements. Mais en course, je me suis vraiment beaucoup amusé, que ce soit en Australie, hier en sprint et aujourd'hui en course. Et bah voilà. Eh oui, Ouais. forcément, ils ont des voitures Show aussi must qui go, hein. fonctionnent, donc c'était top, quoi. Bon, moi, j'attends quand même de voir, parce qu'ils nous ont remis leur petit aileron Macarena, juste aux essais, disparu. Donc voilà, on ne sait toujours pas aussi si ça peut aider à aller justement battre Mercedes et tenir. Ils vont être perfectionnés visiblement. Voilà, je Ouais, pense ils qu'ils vont avaient bosser besoin. Mais au moins, ils l'ont remis. C'est déjà un départ et je pense qu'on va continuer à avoir des batailles entre Charles Leclerc et Hamilton. C'est deux des pilotes les plus forts en bataille de roue à roue et qui montrent aussi le plus de respect et qui sont le plus calculés dans ces batailles-là. Un Verstappen, un Magnussen à l'époque ou un Lawson qui sont plus agressifs vont souvent finir plus dans des accrochages. Donc c'est super prometteur parce que c'est deux des pilotes avec le plus de talent pour ces batailles et c'est exactement ce qu'on a vu. Ils y vont fort, mais ils se laissent la place. Ils sont tous les deux très forts en défense comme en attaque. Donc ça donne un potentiel fou pour le reste de la saison pour continuer à avoir des batailles qui vont être magnifiques. Et quel talent, enfin, ces deux pilotes, Ah oui. que ce soit Charles ou Lewis, c'est la chance qu'on a de voir une bataille entre deux pilotes, deux des meilleurs pilotes, et en plus de ça, les deux en Ferrari. C'est magnifique. Oui, ça donne un job très difficile à Fred Vasseur parce que impossible de choisir un pilote numéro 1 chez Ferrari. Parce que soit tu as le protégé de chez Ferrari et l'enfant de Ferrari presque avec Charles Leclerc, ou tu as un 7 fois champion du monde. Impossible d'en mettre un en numéro 1. Pour nous, en tant que fans du sport auto qui veulent voir des batailles, c'est parfait parce qu'ils ne pourront pas choisir de pilote numéro 1 et on va continuer à avoir ces belles batailles au cours de la saison et trop hâte. Après, Un petit commentaire intéressant de Shibado encore qui nous dit j'ai hâte de les voir à Monaco, Ferrari, où Mercedes ne pourra pas compter sur sa vitesse de pointe. ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est là Il y aura où... forcément des circuits où Bien Ferrari sûr, il y a aura des peut-être sa chance. Hein. Bien sûr, parce que de toute façon, et puis d'ici là, Ferrari aura aussi avancé et continué en fait les innovations et le développement de la voiture. Donc oui, je pense que là, si on faisait les stats aujourd'hui, moi je verrais bien le doublé de Ferrari. Alors il y a eu ça. Vas-y, Seb. Non, j'allais dire aussi, ils finissent 20 secondes derrière Mercedes, mais en ayant eu cette bataille. Donc peut-être qu'en vitesse pure, s'ils ne s'étaient pas bataillés, ils ne seraient pas aussi loin. Donc c'est à prendre en compte. Parce que beaucoup d'écuries, quand ils sont dans la bataille du championnat, on pourrait dire, est-ce qu'il faudrait qu'ils se battent un peu moins pour aller chercher Mercedes ? Perso, non, s'il vous plaît, continuez à vous batailler comme ça, c'est génial, on s'amuse. Mais oui, il y a des écuries qui choisiraient un pilote à un moment pour dire va te batailler, venez, on travaille en équipe pour aller chercher Mercedes. Mais d'où le problème de Fred Vasseur maintenant de ne pas pouvoir choisir un pilote numéro 1, c'est qu'ils vont, c'est sûr, perdre du temps en se battant entre eux comparé à Mercedes. Donc est-ce que ça aura un effet sur le championnat écurie à un moment ? Sûrement, mais à voir. Et ça aurait pu coûter cher, hein, cette bataille entre les deux Ferrari. On est au début de la saison. Mercedes aurait pu prendre une plus large avance en cas de choc entre les deux. On va vous montrer la déclat de Fred Vasseur après le Grand Prix. Puis je vais vous lancer sur un petit débat. Donc Fred Vasseur, le patron de Ferrari, au micro de Sky Sport, qui dit « J'ai adoré. Je suis encore sur la déclat de Charles Leclerc. » Non. Ouais, je suis pas sûr qu'il ait dit ça, Fred Vasseur. Ouais. Alors non, mais c'est pas loin parce qu'il avait apprécié le spectacle. Oulala. Je pense que tout était sous contrôle. Bien sûr, on est toujours un peu inquiet car il peut toujours se passer quelque chose, mais il est aussi très difficile de figer les positions. Ils ont fait preuve de grand professionnalisme et je me suis bien amusé. C'était la bonne décision de les laisser se battre car je trouve que c'était une superbe bataille. C'était formidable pour l'équipe, pour la F1 et pour les fans. Alors, j'ai envie de vous lancer sur un petit débat, tous les deux les amis. Est-ce que Ferrari a eu raison de laisser Charles et Lewis se battre ? C'est un peu compliqué parce que moi j'aurais tendance à dire oui et non. Oui, parce que
Ils le savent aussi, les équipes, qu'il faut du show et du spectacle, sinon les fans vont s'en aller. Si on repart sur les années précédentes et qu'il n'y a pas ce jeu et ce spectacle, clairement, on va perdre des fans. Maintenant, c'est tendu quand même de dire quand même j'ai adoré. Alors, je pense qu'il a dit oui, forcément, une fois que le Grand Prix était fini. Mais moi, j'aurais vraiment... voulu lui demander pendant la bataille comment il se sentait. Ça aurait été... parce que je pense pas qu'il ait dit non, j'ai adoré. Et je pense que comme tout, oui, c'est beau à voir parce qu'en effet, tu l'as dit, Seb, on est face à quand même 2 pilotes professionnels, 2 pilotes expérimentés, 2 pilotes où là, on a très bien vu le talent et ils savent très bien placer leur voiture parce que forcément, il y a eu le petit bisou, il y a eu la roue contre roue, mais ils se sont pas satellisés. Il n'y a pas eu cette agressivité qu'on peut voir dans certaines batailles, d'ailleurs, comme on a pu voir entre Alpine et As ce week-end. Ils sont calmes, ils placent leur voiture, il y a ce spectacle. Maintenant, moi, je suis mitigée, oui et non. Moi, je pense qu'ils sont obligés, en tout cas au début de saison. Si ça arrive où il y a clairement une bataille, un pilote qui va se batailler pour le championnat, oui, alors là, il faut prendre des décisions. Mais pour l'instant, il faut les laisser se comparer aussi, même pour eux, même pour un Fred Vasseur, voir entre les deux qui va se démarquer le plus. Pour l'instant, c'est dingue parce qu'on a 2 pilotes au plus haut niveau qui sont quasiment exactement au même niveau, qui finissent à chaque fois les courses, un juste derrière l'autre. Pour nous, en tant que fans de Formule 1, c'est bien, mais je ne pense pas que l'histoire de l'opinion des fans, ça ait un effet pour Ferrari en particulier. Ça, c'est plus pour la FIA, de s'en inquiéter. Mais l'écurie, eux, ils arrivent, ils ont juste envie de faire le meilleur résultat possible. Et ce qu'en pensent les fans, ce n'est pas nécessairement leur problème. Donc, ouais, je trouve que pour l'instant, ils prennent la bonne décision de laisser Ferrari se batailler. Donc, le spectacle plutôt que la stratégie. Pas totalement d'accord quand même. Ok, la FIA, je te rejoins, c'est la FIA qui décide, mais je pense que malgré tout, la FIA a donné des consignes aux équipes. Parce que si clairement Ferrari ne prend pas en considération les fans, je trouve ça un peu... je dis pas qu'ils ne prennent pas en considération les fans. Pas à 100%, mais il faut quand même qu'ils gardent le spectacle et le show, parce que clairement, ça peut... Mais ils vont aller pour le meilleur résultat. Oui, ça, de toute façon, oui. Le but, c'est d'aller faire le meilleur résultat. Mais je pense que tu as quand même ce côté où il faut garder ce show, il faut garder ce spectacle. On est sur une nouvelle réglementation, on est sur des nouvelles voitures. Après, on était face aussi à 2 pilotes vraiment talentueux. Donc, le show a été fait. Maintenant, à voir par la suite. Quoi. Voilà. Mais je pense que Ferrari vont jamais prendre une décision sur s'ils laissent un pilote partir ou pas, juste pour garder le show. Non. Eux, ils vont prendre la décision pour avoir le meilleur résultat. Mais ça fait partie de 10%, je pense, de leur décision. J'insiste. Ouais, mais la FIA vont essayer de, regarder comment est-ce qu'on peut avoir des voitures qui vont donner le meilleur show et des pilotes qui vont se battre. Ferrari, eux, ils vont décider, s'il y a un pilote qui est mieux que l'autre, le show, c'est pas notre problème. Lui, on le laisse partir devant. On a un petit commentaire de Nageoire Caudal, très, très drôle comme petit pseudo, j'aime bien. Leclerc panique toujours sous pression, il ne tiendra jamais un titre face à Verstappen. Faudrait-il encore déjà que Verstappen, notre cher Nageoire Caudal, que Verstappen soit en course pour le titre. Mais ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Est-ce que Charles a les capacités pour y aller ? Complètement. Avec un Hamilton au meilleur niveau à ses côtés. Moi, je pense que déjà, faut qu'il tienne la pression d'Hamilton, parce que Hamilton, il se laisse pas faire. On l'a vu en piste. Je trouve qu'il se laisse pas faire face à Charles. Il veut aller chercher. Il a repris, mais totalement confiance. Il veut aller chercher ce titre. Accessoirement qu'on lui a quand même volé. Donc il veut aller chercher ce titre avec Ferrari. Il veut finir sa carrière sur une bonne note. Donc je pense que Charles, que ce soit la pression de Max ou que ce soit la pression d'Hamilton, je pense qu'il aura beaucoup de mal. Ouais, il fait des erreurs de temps en temps. Là, il a pas fait d'erreur contre Hamilton. Il finit derrière, certes, mais je pense qu'en vitesse pure sur circuit, oui, il peut totalement faire face à Hamilton, surtout en qualif, mais même en course. Faut pas oublier quand même qu'ils sont 1-1 maintenant. C'est pas comme si Hamilton est parti loin devant, etc. Mais par contre, où ça reste à voir, c'est plus hors circuit. Le côté mental, où Hamilton est connu pour être, et Verstappen aussi d'ailleurs, sont connus pour vraiment jouer sur ce côté-là et être extrêmement fort. Il a beaucoup plus d'expérience, Hamilton, pour aller un petit peu manger le côté mental de son coéquipier. Et Charles n'a jamais eu à faire face vraiment à ça au plus haut niveau contre un coéquipier. Il a toujours été assez dominant contre ses coéquipiers. Sainz à un moment qui était quand même assez proche, mais même le côté mental, il n'était pas vraiment en jeu autant. Donc oui, hors circuit, ça reste à voir. Sur circuit en vitesse pure, je pense que Charles, il peut
largement faire face à un Hamilton ou un Verstappen. On a parlé de bataille, on a parlé de spectacle, il y en a eu d'autres du spectacle sur ce Grand Prix et sur tout ce week-end. C'était concernant le milieu de tableau, un petit peu cette bataille du milieu entre notamment Alpine, Haas et Audi. Et là encore aussi, on a eu du show, notamment sur le Grand Prix, avec des dépassements dans tous les sens entre les trois écuries. C'était beau à voir. Et puis voilà, je trouve qu'on a un milieu de tableau qui est très musclé quand même. Musclé et surprenant même. Ouais, Audi, ils sont là. Déjà, Audi au milieu de tableau. Williams et Williams. On précise, voilà. Audi, nouvelle écurie qui arrive avec son propre moteur en plus. Ouais, ils ont repris une écurie, mais de nouveau sous la forme de Audi. Propre moteur. Mais le moteur est nouveau. Quand on voit Aston Martin, qui sont loin derrière, Williams, qui sont loin derrière avec Audi. Le moteur Mercedes, et Audi, ils sont là, ils se battent. C'est vraiment impressionnant. Et après, oui, Haas et Alpine sont présents, et Gasly et Bergman qui font un début de saison incroyable. On a Pierre Gasly en forme quand même. Hein. Il montre justement, il l'a dit. La pré-saison, on le sent, il est bien aussi là. Ouais, il est très très bien. Après, on a vu le dépassement un petit peu suicidaire de Ocon sur l'Alpine de mémoire. Donc il y a eu des belles batailles, mais il y a aussi eu, contrairement à ce qu'on disait entre un Charles Leclerc et un Lewis Hamilton, où entre guillemets les dépassements sont faits intelligemment, il y a une belle bataille, il n'y a pas d'agressivité. Là, clairement, quand on voit le dépassement entre Alpine et Haas, on sent l'agressivité d'Ocon. Donc voilà, c'est à voir, mais c'est vrai qu'on est très surpris par justement même Williams dans les points. Oui, c'est vrai. Oui, avec Sainz. Avec Sainz, donc je pense que voilà, il y a eu beaucoup d'abandons aussi. Les points, ils étaient moins durs à aller chercher avec le nombre d'abandons qu'il y a eu. Oui, Albon aussi, qui est plus lourde même que ce qui était prévu visiblement. Ça va être compliqué aussi pour eux de se réajuster quand même. Et maintenant, vas-y Seb. Haas et Alpine, maintenant qu'ils ont une voiture qui est compétitive, ils ont besoin de 2 pilotes qui sont là aussi. Parce que les 2 écuries, aujourd'hui, ont ce problème d'avoir un pilote qui performe très bien avec Bergman et Gasly, mais Ocon et Colapinto, c'est pas la même chose. Et avant, ce gap qu'il pourrait y avoir entre coéquipiers, quand ils se battent pour des 15e, 16e, etc., ça passe un peu plus inconnu, on le voit moins. Maintenant qu'ils sont plus proches, qui sont dans le top 10, on le remarque plus, et je pense que Ocon et Colapinto, ils vont devoir vraiment s'améliorer en performance, sinon ça risque d'être compliqué pour eux. Il y a déjà des rumeurs comme quoi ça pourrait faire. Quel est le meilleur duo selon vous? Le meilleur duo? Ouais, sur ce milieu de tableau. Alors, sur le milieu de tableau... Ah, ok. Oui, voilà, sur Hülkenberg, Bortoleto, c'est vraiment pas mal du tout. Un pilote expérimenté qui va vraiment aider avec le développement de la voiture, Bortoleto qui est jeune et qui a juste une vitesse pure, qui va pouvoir aller chercher des résultats, des éclats comme ça. Donc je pense qu'eux, ils sont vraiment, pour le milieu de tableau, c'est un super duo. Marianne, moi j'aurais dit le duo Alpine, parce qu'on a vraiment un Pierre Gasly en forme, quelqu'un qui veut apprendre, qui veut aider l'équipe et qui veut vraiment y aller, et puis qui aide aussi Colapinto, parce qu'il est quand même dans les points sur cette course. Donc moi je verrais plutôt eux. Voilà. Très bien. Une petite mention quand même pour Haas qui a un moteur Ferrari d'ailleurs aussi. Pour Birman, qui prouve que Ferrari a quand même bien bossé aussi. Oui, ils ont très très bien bossé là-dessus. Après, ce que moi je trouve dommage, c'est que Ocon a fait plusieurs déclarations où justement on parlait de Russell sur l'histoire de pleurer, etc. Maintenant, c'est Ocon. Il parle même plus. Il fait des interventions, on dirait un fantôme. Oui, non, ça va pas. Oui, non, ça va pas. Je pense qu'au bout d'un moment, on le dit pas assez souvent non plus, c'est que le problème, c'est pas que la voiture, c'est aussi ce qu'il y a entre le baquet et le volant. Et je trouve dommage qu'un pilote qui est français, qui a quand même eu une belle carrière, ne se remette pas assez en question et à chaque fois décharge les choses sur c'est l'équipe, c'est la voiture, on comprend pas. Ouais, mais aide justement. Donc je trouve juste dommage parce que on voit un Birman qui est quand même en forme. Là, il a quand même Ocon, quand il a eu son accident, il a quand même assumé. Par contre, que c'était, il est arrivé à la radio, il a dit là, c'est totalement ma faute. Il a été très agressif, on le voit. Enfin, je suis désolée, mais quand vous voyez l'image, ça passe pas. Enfin, ou alors je sais pas comment, mais c'est impossible. Le move, il était. Le move était pas. Esteban, il est habitué à ce genre. Enfin, il est habitué à essayer de ce genre de dépassement. Et aujourd'hui, moi, j'appelle ça des dépassements suicidaires.
tu vois très bien que tu n'as pas la place de passer, en fait. Enfin, je sais pas, il y a un moment, on le voit plonger. Il qui le tente. Sergio Pérez, il aimait bien aussi ce genre moi, je trouve que c'est dangereux, surtout après quand on se permet de se plaindre. Donc, ok, il a assumé sur cette partie-là, mais entre le Grand Prix d'Australie plus ce nouveau Grand Prix, il pleure à chaque fois. Ça va pas. Non, il y a ci, ça. Développe, essaye de repartir sur une note positive, parce que là, à chaque fois qu'on le voit, on a l'impression qu'il est en dépression devant la caméra. Ouais, ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile, ok, mais voilà. Aider son équipe et puis à développer la voiture. Et avoir Berman à côté qui a un talent incroyable. Et je pense qu'il devrait apprendre peut-être de Bierman. Et je pense que là, comme on dit tout à l'heure, il y a l'ego qui prend le dessus en disant non mais attends, moi ça fait des années que je suis en F1, c'est à moi de tout apprendre. Là au final tu finis devant moi, qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que faut peut-être se poser, se remettre en forme, recaler et recentrer un petit peu son cerveau et arrêter d'être sur ce négatif à longueur de temps et au contraire d'apprendre de Bierman, d'aller voir où lui il arrive à faire justement ce côté où je vais marquer des points, quoi. Un petit point sur notre championnat désormais. Il est le temps de parler. Alors. Marianne, elle est contente. Moi, je suis contente, ouais. De se projeter sur le prochain Grand Prix qui aura lieu donc dans 10 jours du côté du Japon. On va faire déjà un point sur le classement. Et Marianne, toujours en tête devant Sébastien. La chance est de mon côté. La team TV Monaco qui passe devant... devant moi, évidemment. TV Monaco a mis beaucoup de points pour l'instant. Ils ont mis beaucoup de points quand même. Parce que TV Monaco, ils ont réalisé un beau 5 points. On se suit quand même. Hein. On se suit, moi non, mais... Ah si, parce que... qu'est-ce qu'on avait dit? C'était 5 poins 3 points, 5 points 3. Enfin, ça peut aller très vite quand même sur un week-end. Évidemment, non, ça peut être... Surtout sur les doubles race week où justement on a sprint et... Il n'y a pas eu tant de points de marquer que ça finalement sur un week-end comme ça. On peut marquer 3, 6, 7, 8... Donc il y avait 16 points à prendre là sur le week-end en Chine. Moi j'ai eu la pole position, j'étais content avec ça et après, le reste ça s'est pas très bien passé. En attendant, je tiens à remarquer que vous avez voulu jouer un petit peu du Mercedes et de mettre Russell. Je suis complètement planté, j'ai voulu sécuriser les points avec Russell, c'est Antonelli qui a gagné. J'avoue que t'as pas eu de chance. 2 points quand même. En 3 courses. Mais c'est 2 points. Alors, il n'est pas à 0, c'est déjà bien. Je ne suis pas Madame Irma. Mais on va quand même essayer de prédire ce Grand Prix du Japon. On est parti? Pole position? Bah moi du coup je vais mettre Antonelli. Je vois bien un petit Antonelli nous refaire une pole. Oui, bah de toute façon Mercedes on sait qu'ils sont en avant donc on va gagner des points là. Ça va être une Mercedes. Moi je pense que Russell il va vouloir s'imposer là, de montrer qu'il est quand même là. Il y a eu toute cette hype autour d'Antonelli donc il va venir pour vraiment s'imposer. George Russell aussi. Ah bah oui, mais de toute façon faut récupérer des points les gars, j'ai bien compris. Là t'imagines si elle a la pole position. On a très bien compris sur quel cheval il fallait miser. Moi pourtant je prends des risques. J'essaye de relancer un peu de challenge. C'est ce que j'avais fait, ça a marché. J'ai un commentaire qui dit Mathieu, c'est un peu la McLaren du championnat. Oh non, quand même. Ouais, exactement. Pour l'instant, ouais. Et écoute, Nathan, Lando Norris va revenir aussi dans la compétition et je vais revenir cette saison dans la compétition aussi du championnat. On se fait une petite prédiction maintenant sur le Grand Prix. Allez, soyons fous. P1, Russell. Oui, je remets Russell, je vais quand même assurer des points. P2, Antonelli, je revois bien un doublé, parce qu'ils nous en ont déjà fait 2, donc la passe de 3. Et puis je revois bien Hamilton, que moi j'ai trouvé au-dessus du Grand Prix de Chine par rapport à Leclerc, donc voilà. Seb? Moi j'allais dire pareil, P1 Russell, P2 Antonelli, mais je vais mettre P3 Leclerc. Ok, eh bien moi je vais mettre P1 Russell, P2 Hamilton, P3 Leclerc. Ah bien, donc Antonelli out. Antonelli les mains qui tremblent. Out. Okay. Mauvais départ encore? Ouais, sans doute mauvais départ, parce que là, clairement, ça fait deux fois qu'il part pas bien. Ouais, je sais pas. J'aurais pu le mettre sur le podium et me dire, allez, vas-y, on va sécuriser Mercedes, mais on va soutenir Ferrari et je vais mettre 2 Ferrari sur le podium sur le Grand Prix du Japon. On va terminer cette émission. On va changer de sport un petit peu, les amis. On va parler un petit peu de WRC maintenant, puisque c'était le 3e rallye de la saison le week-end dernier sur un des plus beaux, peut-être un des plus beaux rallyes de la saison en Afrique, du côté du Kenya, avec la victoire surprise d'un Japonais, Takamoto Katsuta, qui a signé là-bas au Kenya, tout simplement la première victoire de sa carrière à 31 ans. Lui qui aura 32 ans demain, d'ailleurs. Oui. C'est quasiment un beau cadeau. 32 ou 33
32 ou 33, ou peut-être que je me trompe. Il a 32, il va avoir 33. Je crois que c'est ça qu'on s'est dit, non ? Oui, ça doit être ça. En tout cas, ça va être son anniversaire demain. C'est quasiment un cadeau pour lui. Oui. Et vous allez le voir dans les stats. Ce japonais Takamoto Katsuta, qui en 6 participations au rallye du Kenya, a signé 4 podiums. Il est un peu chez lui là-bas. Il aime beaucoup ce rallye. En 2021, il avait fini deuxième pour l'arrivée du Kenya au programme du WRC. En 2022, troisième. En 2023, quatrième. Donc il a baissé chaque année. En 2024, redeuxième. 2025, il n'a pas pu finir la course, malheureusement, abandon. Et puis jusqu'à sa victoire en 2026. C'est le premier japonais depuis 1992 à remporter un rallye. Voilà pour la belle histoire de Takamoto Katsuta. Déjà un petit mot peut-être sur ce rallye. Marianne, tu voulais nous en parler ? Moi, je l'ai trouvé fabuleux parce que justement, il le dit, ça fait partie des rallyes les plus sélectifs et les plus difficiles du championnat. Ils passent partout. Ils ont de la boue, ils doivent traverser des rivières. Ils passent vraiment par toutes les conditions. Donc, moi, j'ai trouvé ce rallye plutôt fun. D'ailleurs, on a vu des images où les voitures passent pleines de boue. Honnêtement, on ne se rend même plus compte de qui est qui. Il n'y a plus aucun sponsor. On ne sait plus qui est dans la voiture. Je trouve que ça met du show. Il faut se battre contre les éléments. De toute façon, c'est la base aussi un petit peu du rallye. Il faut se battre contre les éléments, mais là, on a une vraie bagarre parce qu'on est vraiment sur des routes cassantes. C'est très compliqué, c'est très physique. On l'a vu encore ce week-end, il y a eu beaucoup de crevaisons, il y a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Donc, je trouve que c'est vraiment un rallye qui permet de rebalancer les cartes tout au long des spéciales, parce que on avait Solberg qui était en tête, etc. Tout s'est redistribué parce que problème, parce que si. Donc je trouve que c'est vraiment un sport quand même. C'est une catégorie à part du circuit. On le voit, il faut être en osmose dans la voiture pour aller chercher justement une victoire et un championnat. Donc moi je trouve que le Kenya est top. Et petite note à moi-même, les trophées étaient très jolis. Ah oui. Je trouvais ça original, c'était des éléphants. Ouais, ok, bon. Mais c'est vrai que les prises de risque en rallye, c'est impressionnant. Pour la petite histoire, j'ai eu la chance de monter avec Katsuta, faire une session en tant que co-driver pour Katsuta pendant le rallye de Monte-Carlo, donc il n'y a pas si longtemps. C'était incroyable. Déjà, super sympa, mais tellement simple, voulait tellement me mettre à l'aise. Et l'expérience d'être à ses côtés, c'était juste dingue. Enfin, on ne réalise pas qu'on voit à la télé, ça fait déjà très impressionnant, ça va très vite. Oui, mais on ne se rend pas compte. Mais on ne se rend pas compte. Oui. C'est déjà... Alors moi, je ne suis pas du genre à me sentir pas bien dans une voiture, me sentir un peu malade dans une voiture. Et il me dit avant d'entrer, si tu te sens pas bien, tu me le dis direct. Moi, je suis là, oui, non, mais t'inquiète, ça va aller. Et juste pour chauffer les pneus, au bout de 2-3 minutes, j'étais déjà, mais vraiment pas bien à ses côtés, parce que pour chauffer les pneus et chauffer les freins, ils font des à-coups et c'est vraiment violent. Les voitures sont tellement performantes. Déjà, l'accélération, le freinage et le grip qu'ils ont pour pouvoir s'adapter à différentes surfaces. C'était une des plus belles expériences de ma vie. Donc, je suis super content pour lui parce qu'il a pu me donner cette expérience de dingue et qu'il est aujourd'hui sa première victoire. Et juste d'avoir eu la chance d'être à ses côtés et essayer de pouvoir vous retransmettre ça de la meilleure manière que je peux, parce que c'est impossible d'en parler et de vraiment faire comprendre la vraie sensation quand on est dans la voiture. Mais ce que vous imaginez, c'est x10 et c'est vraiment magique. Donc, moi, en tout cas, quand j'étais à ses côtés, je sentais que le gars, il s'est vraiment très, très bien piloté. Il a confirmé ça au Kenya. Donc très content pour lui. Et il est 3e au championnat maintenant. Il est plus très loin derrière. Cette victoire l'amène dans la bataille du championnat. Avec 55 points. 55 points. Comme tu dis, oui, il y a eu des problèmes mécaniques. Il y a eu une ville qui a eu 3 crevaisons. Il y a eu des choses qui sont allées en sa faveur, qui l'ont aidé à avoir cette victoire. Mais il a su jouer la stratégie. Le dernier jour, quand il a 1 minute d'avance, il n'est pas allé chercher les chronos. Il a juste évité les problèmes mécaniques. Il a évité les crevaisons. Et ça a été la bonne stratégie. Donc, au moment venu, quand c'était son opportunité pour sa première victoire, il a vraiment su quoi faire et il est allé chercher une très, très belle victoire. J'ai eu des réponses à nos questions derrière grâce à Quentin Rodas qui est aux manettes. Il va donc bien sur ses 33 ans, comme tu disais, Marianne. Et le trophée, c'était un rhinocéros. Non. Adrien Fourmeau, il a un éléphant dans les mains. Ah. Alors, il y a peut-être des animaux 1, 2, 3, en fait, ils ont fait des animaux différents. On va mettre Quentin sur le dossier. On va mettre Quentin sur le dossier. Regarde sur le compte d'Adrien Fourmeau. Voilà, c'est tout le côté imprévisible du WRC. Et c'est fou quand même dans le calendrier. Alors, évidemment, il y a l'ouverture à Monte-Carlo, mais il y a un passage entre la Suède
et le Et là, Kenya, où ok. on est aux antipodes, quoi. Ah ouais. Où on a ces voitures de rallye qui sont passées de la ville à la glace, la neige, et à se battre dans la boue après au Kenya. Et c'est ça qui est absolument incroyable. remarquable. C'est ça qui est incroyable, c'est l'adaptation des pilotes sur différents terrains. Parce que là, on a 3 terrains complètement différents. À prendre en considération aussi la chaleur qu'il faisait. Parce qu'il fait chaud Ouais. dans les voitures. Énormément chaud. Et en plus, vous avez la chaleur extérieure. Donc non, enfin, moi, je l'ai toujours dit, c'est vraiment une catégorie qui est à part. Et moi, je leur tire à chaque fois leur chapeau. Comme tu disais, tu as eu l'expérience de monter à côté de lui. Moi, je l'avais eu fait sur le rallye du Dévoluy hivernal en copilote, justement, pour me dire, allez, je prends la place d'un copilote. Mon Dieu, que c'est dur. Eh oui, C'est un vrai métier. On n'en parle parlons-en. pas assez. Juste un petit mot quand même pour dire qu'il avait un copilote avec lui Tout à fait. lors de cette victoire. Et c'est très important. Aaron Johnston, l'Irlandais, voilà, donc qui a gagné tout autant Tout à fait. cette course que lui. Et il faut le rappeler, il faut le préciser, il faut le marteler. Les copilotes sont essentiels aux pilotes de rallye. Il n'y a pas de copilote. Je vais peut-être employer un mot qui est assez fort, mais moi, je dis toujours que le copilote, c'est un peu le cerveau. Enfin, ils sont complémentaires, mais ça fait partie de la grosse partie du cerveau, en fait, pour que la voiture aille devant. Il n'y a pas de copilote, vous avancez pas. Et c'est vrai que donner des notes, moi, je sais que j'ai essayé, mais c'est ultra compliqué. Il faut être ultra calme, il faut être posé. C'est toi qui donnais les Ils notes, m'ont t'as fait donné la le vraie livret là expérience. sur le Parce que rallye moi, du j'étais en Dévoluy. touriste. Hein, Non, moi, le rallye j'avais du- rien à dire, j'étais passager. Sur le rallye du Dévoluy hivernal, on avait fait ça une semaine avant, justement pour me mettre en condition. Allez les gars, je Génial. teste ça. J'avais fait un essai avec. On était dans une Skoda Rallye 2 de mémoire. Et en fait, à un moment, on est passé sur une plaque de verglas. Moi, ça m'a déstabilisée parce que la voiture est partie. Et du coup, je me suis retrouvée en mode j'en suis où J'en suis où? Et je trouve que c'est un métier qui n'est pas assez mis en avant. Tout le monde prend des risques. Il y a énormément de préparation. Moi, pour avoir parlé avec des copilotes justement avant, il y a énormément de préparation en amont. Il faut regarder les caméras embarquées, il faut préparer le roadbook, il y a les reconnaissances. Vous recevez quand les équipages de reconnaissance passent avant à 3-4 heures du matin, voire à 2 heures du matin, vous envoient. Il faut regarder, hop, il faut reprendre les notes, il faut corriger ce qu'on a fait. Donc, je trouve ça dommage. Et ce qu'on parlait justement avant l'émission, je me suis rendu compte d'une chose tout à l'heure en allant sur le site du WRC officiel. Il y a juste écrit le classement des pilotes. Mais les copilotes sont avec. Et je trouve dommage qu'on ne mette pas leur nom. Et je trouve qu'on ne les met pas assez en avant. Et c'est un manque de reconnaissance alors qu'ils font 80% du boulot. Enfin, allez, je vais être gentille. 50-50, sinon je vais froisser certains pilotes ou autres. Mais voilà, c'est un métier vraiment à part. Oui, totalement. Et l'importance de la relation entre pilotes et la confiance qu'ils ont entre eux, c'est pour le copilote qui met sa vie entre les mains du pilote. Et l'inverse. Et l'inverse, parce que il faut vraiment avoir confiance dans les notes et les capacités du copilote pour aller dans des virages aveugles, à bloc. C'est juste les risques qu'ils prennent. Il y a les arbres, dépendant du rallye, mais c'est pas un circuit où c'est encadré de la même manière. Là, c'est C'est pour ça effrayant. que c'est les meilleurs pilotes du monde. Ouais, le respect oui. pour ces C'est, pilotes, c'est dingue. Sans oublier les bêtes aussi. Parce qu'à tout moment, tu peux avoir un animal qui traverse et que tu n'as rien demandé. Hein. Alors, en parlant de bêtes, Ah. le premier du rallye a un rhinocéros. Ok. Le deuxième a un éléphant. Ok, donc c'est Donc bon, c'était j'avais bon bon. pour Adrien Fourmeau. Et le troisième, Quentin, tu me disais une panthère pour le troisième. Oh, waouh. Ah. Mais ils Comme ont ça, chacun a son trophée. Oui, et puis je trouve que c'est innovant plutôt qu'une couple simple. Au moins, ça vous rappelle quand vous le mettez chez vous, dans votre chambre, dans votre bureau, vous vous rappelez, ok, j'ai fait podium au Kenya, parce qu'il y a beaucoup d'écuries et de pilotes qui l'ont eu dit. Toc. Terminer le rallye est déjà une performance Ah bah Au oui, Kenya. c'est sûr. au Kenya. Ouais, on a vu toutes les crevaisons, etc. Et d'ailleurs, les crevaisons, quand ils doivent remplacer un pneu ou quoi, c'est un autre moment où le copilote, il devient tellement important. Ils m'ont demandé, quand j'ai fait le tour avec Atuta, arrivé à la fin de la spéciale, il dit, est-ce que tu as envie de faire le test, on change un peu. J'ai dit, ouais, pas de souci. Alors, c'était le changement le plus lent de l'histoire de WRC, mais c'est physique, quand il fait chaud comme au Kenya, ou même ça doit être dur quand il fait froid comme en Suède, mais c'est vraiment pas facile. Et là, la vitesse du copilote, ça devient crucial aussi. Donc, pour plein de raisons, le rôle du copilote est essentiel. Et tu as complètement raison que leur nom devrait au moins être... Oui. J'étais là très pendant surprise, honnêtement, en allant sur le site du WRC pour regarder le classement, de voir écrit driver, touc, et à côté, rien, même dans les autres catégories, le nom des copilotes apparaît nulle part. Et je trouve que c'est vraiment dommage.
Est-ce qu'on peut se terminer, avant de conclure, sur un petit mot d'IndyCar, Oui. très rapidement de résultats, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, on vous avait présenté ce début de saison. Il y avait une nouvelle course le week-end dernier, Marianne, du côté d'Arlington. C'était une grande première, il me semble, Oui, c'est ça? c'est ça. C'était une grande première. Alors, assez drôle, hein, puisqu'on a fait 3 courses, 3 vainqueurs, 3 leaders. Voilà, ça a changé à chaque fois de course. Donc, c'est plutôt le côté sympa. Donc, au niveau du classement de la course à Arlington, on a Kirkwood en premier, Palou qui fait son retour Alex et qui est Palou. deuxième, et Will Power troisième. Donc au classement général, ça donne, donc on change forcément de leader. Kyle Kirkwood, Alex Palou deuxième, il remonte au classement, et Joseph Newgarden troisième. Donc voilà. Si après on peut parler un petit peu du Français Romain Grosjean, 21e, fin de tableau malheureusement parce qu'il a subi un accrochage, et Mick Schumacher dernier du championnat. Voilà. Pour la première saison, c'est très 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 compliqué. Donc voilà, affaire à suivre. Prochaine course le 29 mars en Alabama. Bon, super. Eh ben, je crois qu'on a fait un petit tour complet. Hein, on a bien débattu encore Voilà le aujourd'hui. sport auto cette semaine. On va se donner rendez-vous dans 2 semaines désormais. Lundi, dans 2 semaines, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. On reviendra pour débriefer le Grand Prix du Japon. Évidemment, hein, on va rester en contact parce qu'on a des petites prédictions. On va se challenger. On va continuer. Je pense qu'on va s'envoyer des petits messages, des petits pics pour se taquiner un petit peu les uns les autres. En tout cas, merci encore Marianne, Seb, pour cette belle émission. On remercie le chat aussi à ceux Merci qui ont beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. hein. On essaye de vous faire participer au mieux et de glisser vos interventions et vos meilleures remarques dans l'émission pour apporter un petit plus. Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci à tout le monde, merci en régie, merci à Quentin, évidemment derrière les manettes. Merci à tout le monde, au graphe, les infographies, toutes les équipes qui travaillent, évidemment, merci. le décor Merci aussi. à tous, oui. Voilà, et on vous souhaite en tout cas de passer 2 bonnes semaines. On se retrouve donc lundi dans 2 semaines pour débriefer le Grand Prix du Jap. Du Jap. Japon. Ok. Allez, du Japon. À dans 2 semaines. Ciao.